Bonjour chers amis, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Heureux, oui, mais c'est avec le cœur lourd que j'enregistre cette émission hebdomadaire aujourd'hui. Alors que les chaînes d'information françaises n'ont qu'un seul sujet à la une, à savoir la visite d'État du roi Charles III, un pays a été rayé de la carte sans qu'il en soit même fait mention. Après avoir assiégé et affamé pendant 9 mois le territoire encore contrôlé par les Arméniens de l'Artsakh, mardi 19 septembre, le petit Mussolini azéri, le dictateur héréditaire Ilham Aliyev, a donc lancé sa soldatesque à l'assaut de l'Artsakh libre. Pour cela, il n'a pas hésité à user du même montage grossier, du même stratagème qu'Hitler avant d'attaquer la Pologne. En effet, durant la nuit qui précéda l'invasion de ce pays, la Pologne, un poste radio allemand en territoire allemand avait été attaqué par des hommes vêtus d'uniformes polonais. Du moins, c'est ce que l'on voulait faire croire. Ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la vérité fut révélée au monde. Les soi-disant soldats polonais étaient en fait de malheureux prisonniers que les SS avaient sortis d'un camp de concentration pour jouer ce sinistre rôle, avant de les abattre une fois leur rôle terminé. Toute l'opération n'était qu'un simulacre d'attaque polonaise, monté par les services secrets nazis. Hitler avait besoin d'une raison pour lancer ses troupes à l'assaut de la Pologne. De raison, Himmler, le chef des SS et de la Gestapo, lui en avait donc fabriqué une, avec cette fausse attaque. L'invasion de la Pologne, qui avait été minutieusement préparée depuis des mois, pouvait donc débuter. Aliyev a usé du même stratagème en prétextant une attaque arménienne qui aurait causé la mort de 4 policiers azerbaïdjanais tués par des mines prétendument posées par des Arméniens. Tout cela n'était qu'un grossier montage, puisque la zone où les 4 policiers ont été tués était étroitement surveillée par les forces de sécurité azerbaïdjanaises. Jamais un Arménien n'aurait pu s'y infiltrer, et encore moins y placer des mines. Pour ajouter du mensonge au mensonge, Bakou a même prétendu que l'armée arménienne avait bombardé son territoire à Agdam, alors que c'est l'armée azerbaïdjanaise depuis novembre 2020 et le cessez-le-feu, qui viole ce cessez-le-feu presque quotidiennement en bombardant le territoire arménien et même en occupant une partie. Mais tout le monde sait que, comme Hitler en 1939, l'opération visant à s'emparer de ce qui restait de l'Artsakh libre était planifiée depuis longtemps. D'abord, il y avait le blocus visant à affamer et surtout à démoraliser la population artsakiote. Ensuite, il y avait eu l'envoi de troupes et de matériel lourd depuis des semaines tout autour de l'enclave arménienne. Ces derniers jours, des rotations suspectes d'avions cargo de l'armée azérie avaient même été signalées entre Israël et l'aéroport militaire de Ganja, une ville du nord-ouest de l'Azerbaïdjan, située non loin de l'Artsakh. Comme en 2020, avant la guerre des 44 jours, le régime de Bakou était en train de recevoir du matériel militaire en provenance de l'État hébreu.
L'opération azerbaïdjanaise a débuté mardi avec des bombardements intensifs visant différentes localités artsakiotes, y compris Stepanakert, la capitale. Ces bombardements ont fait de nombreuses victimes civiles, en particulier des enfants. Ils ont aussi provoqué la fuite de très nombreux civils vers la sécurité relative de l'aéroport de Stepanakert, qui sert de base depuis novembre 2020 au contingent russe chargé du maintien de la paix et de la protection de la population. De nombreux pays ont demandé à l'Azerbaïdjan de mettre un terme à son opération. Le député européen corse, François Alfonsi, a pour sa part fait la déclaration suivante. La guerre est déclarée par l'Azerbaïdjan. L'Europe doit choisir et soutenir une riposte arménienne. Ne rien faire est égal à un soutien direct à l'agresseur. L'épuration ethnique du peuple arménien d'Artsakh, c'est la solution finale de Bakou. La communauté internationale doit bloquer l'agression. Fin de citation. Mais toutes ces protestations n'auront servi à rien. Des tirs intensifs ont ainsi rythmé toute la nuit de mardi à mercredi. Dans la matinée de mercredi, j'apprenais que le monastère d'Amaras était passé sous contrôle azéri et que le pire était sans doute à craindre. Ce monastère, fondé au IVe siècle, est en effet le symbole de l'identité spirituelle, et je dirais même nationale, arménienne. Il abrita une école créée par saint Mesrop Mashtots, lequel vécut de 362 à 440, et qui fut l'inventeur de l'alphabet arménien. Mais hélas, le pire était à venir. Dans les heures qui suivirent, on apprenait que les forces artsakiotes, débordées par une armée azerbaïdjanaise bien plus nombreuse et supérieurement équipée, n'avaient eu d'autre choix que de déposer les armes dans le cadre d'un cessez-le-feu avec l'armée azerbaïdjanaise. On apprenait qu'ils négocieront dès jeudi la réintégration de cette région disputée à l'Azerbaïdjan, selon un accord trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix. La supériorité militaire de l'armée azerbaïdjanaise a fait toute la différence. Un accord a été conclu sur le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l'Arménie et sur la dissolution et le désarmement complet des formations armées de l'armée de défense du Haut-Karabakh, a indiqué ce mercredi la présidence artsakiote, annonçant en outre de premiers pourparlers concernant la réintégration du territoire à l'Azerbaïdjan jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlar. L'armée azerbaïdjanaise avait prévenu qu'un cessez-le-feu n'interviendrait pas tant que les séparatistes arméniens ne déposeraient pas les armes. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à partir de 9 heures en temps universel, c'est-à-dire, je crois, 11 heures françaises ce mercredi. Les autorités artsakiotes ont précisé que l'arrêt des hostilités est intervenu après une médiation menée par les forces russes de maintien de la paix. Les autorités azerbaïdjanaises ont pour leur part confirmé le cessez-le-feu et la tenue à compter de jeudi à Yevlar de négociations avec les séparatistes en vue d'une réintégration du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Dans un message télévisé à la nation, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a précisé que l'Arménie n'a pas participé à la rédaction de l'accord de cessez-le-feu. Nous avons pris note de la décision des autorités du Karabakh, c'est-à-dire de l'Artsakh,
de cesser les hostilités et de déposer les armes, a-t-il indiqué. Ce non-engagement de l'Arménie aux côtés des Arméniens de l'Artsakh a d'ailleurs valu au Premier ministre arménien beaucoup de réactions hostiles, en particulier de la part des Arméniens de la diaspora. On l'accuse, ce Premier ministre, d'avoir bradé l'Artsakh au profit de la sécurité de l'Arménie proprement dite. Pour ma part, je serais plus nuancé. Je pense malheureusement que ce pauvre Nicole Pachinian n'avait guère le choix. Son armée avait été battue en 2020 par l'armée azerbaïdjanaise et l'Arménie avait perdu des milliers de jeunes hommes. Et dans le contexte de la guerre d'Ukraine, il lui était difficile de se porter au secours des Artsakiotes. Le rapide embrasement de la situation a mis en évidence un total déséquilibre des forces en présence. D'un côté, quelques milliers tout au plus de soldats artsakiotes. Ces forces étaient dotées de peu d'armements lourds et ne bénéficiaient quasiment d'aucune défense anti-aérienne. De l'autre, l'armée azerbaïdjanaise, 118 000 soldats, une aviation de chasse, des appuis tactiques et une flotte d'hélicoptères dédiés à l'appui feu, sans compter l'appui militaire reçu de Turquie et d'Israël. En quelques heures, les troupes de Bakou ont très logiquement et facilement percé le réseau défensif artsakiote, s'emparant d'une soixantaine de postes militaires, mais aussi de localités et de carrefours stratégiques. Selon Ruben Vardanian, ancien chef de l'État artsakiote, l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan a fait près de 100 morts dans les rangs artsakiotes. Dans ces circonstances, les forces artsakiotes ont estimé ne pas avoir d'autre choix que d'accepter le cessez-le-feu. D'après le ministère russe de la Défense, les soldats russes de maintien de la paix ont évacué plus de 2000 civils dans cette région montagneuse où vivent au total environ 120 000 habitants, tous arméniens, artsakiotes, mais donc appartenant au peuple arménien, puisque, rappelons-le, l'Artsakh n'est autre que le berceau de la nation arménienne. Et que c'est par la grâce de Staline qu'il s'est retrouvé inclus dans le territoire azerbaïdjanais, selon le vieil adage divisé pour régner. La force d'interposition de Moscou, composée d'un peu moins de 2000 soldats, était supposée assurer la sécurité des Arméniens de ce territoire après les affrontements de l'automne 2020, c'est-à-dire de la guerre des 44 jours. Mais cette force russe n'a toutefois jamais réussi à empêcher vraiment l'Azerbaïdjan d'imposer à l'Arménie sa volonté. Le dictateur corrompu de Bakou n'a pas choisi le moment de son offensive au hasard. La Russie est trop occupée avec son opération spéciale en Ukraine pour pouvoir envisager de réagir militairement. Et surtout, elle a trop besoin de l'Azerbaïdjan afin de pouvoir contourner les sanctions occidentales en exportant son pétrole et son gaz via l'Azerbaïdjan et sous étiquette azerbaïdjanaise. Ce même pétrole et ce même gaz est ensuite acheté, entre autres, par les pays de l'Union européenne qui en ont tellement besoin depuis qu'ils ne peuvent plus se fournir directement en Russie, du fait des sanctions. L'Union européenne, ou du moins les pays qui la composent, continuent donc à acheter du pétrole et du gaz russe, mais plus cher et avec une étiquette azerbaïdjanaise. Cette Union européenne, qui, comme la Russie, a aussi besoin de la bonne volonté de l'Azerbaïdjan,
Moscou, qui dispose en Arménie de la base militaire de Goumri, a sans doute aussi voulu punir ce pays, coupable d'avoir connu une révolution démocratique comme l'Ukraine, une révolution qui avait porté au pouvoir l'actuel Premier ministre, Nikol Pachinian, après en avoir chassé les apparatchiks corrompus pro-Kremlin. Un scénario qui nous rappelle celui de Maïdan en Ukraine. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Poutine aura attendu 5 années avant de faire payer à Nikol Pachinian le prix de son accession au pouvoir et de ses velléités de rapprochement avec l'Union européenne et les États-Unis. Aliyev, fort du soutien inconditionnel du néo-sultan d'Ankara, Recep Tayyip Erdogan, savait que Poutine ne réagirait pas à son coup de force contre l'Artsakh libre. Quant à Erdogan, il n'a pas cherché à dissuader son vassal azéri de le lancer, tout au contraire, car il se sait indispensable. C'est le conflit d'Ukraine qui l'a rendu indispensable. En effet, géographiquement, la Turquie est voisine des 2 protagonistes de ce conflit. Et tous les 3 sont des pays riverains de la mer Noire, dont la Turquie contrôle l'accès grâce à sa possession des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Poutine a besoin du bon vouloir d'Erdogan pour pouvoir exporter ses céréales et sans doute aussi pour contourner les sanctions occidentales. Une éventuelle intervention des forces russes en Artsakh aurait fortement contrarié Erdogan. Quant à l'Union européenne et aux États-Unis, ils ont aussi besoin des bonnes grâces du néo-sultan. Car la Turquie est membre de l'OTAN et aussi pour sa position stratégique sur le flanc sud de la Russie. Depuis le début du conflit d'Ukraine, Erdogan est donc devenu l'homme indispensable et même une sorte de médiateur grâce à ses bonnes relations à la fois avec l'Ukraine et avec la Russie. Je n'hésiterai pas à dire, au vu des derniers et dramatiques événements, que l'Artsakh et son peuple sont des victimes collatérales du conflit ukrainien. Mais le pire est sans doute à venir, car derrière l'Artsakh, la véritable cible d'Erdogan et d'Aliyev, c'est en fait l'Arménie. Il suffit de regarder une carte pour comprendre pourquoi. L'Arménie est en effet le seul territoire chrétien et non turcophone au milieu d'un immense ensemble qui s'étend de la Turquie d'Europe jusqu'à l'Asie centrale. Le rêve d'Erdogan est d'unifier cet ensemble, sous sa direction bien sûr. Ce rêve, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le panturquisme. Or, l'Arménie est l'obstacle principal à la réalisation d'un tel rêve, car géographiquement, par sa seule présence, par sa seule existence, elle le bloque. D'où l'utilisation du dictateur corrompu de Bakou pour éliminer un premier obstacle constitué par l'Artsakh, peuplé d'Arméniens. Reste maintenant l'Arménie proprement dite, dont la partie méridionale est coincée entre le territoire azerbaïdjanais proprement dit et l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. La tentation est donc grande pour Aliyev de s'emparer de ce territoire, le Syunik, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à revendiquer ouvertement dans ses discours irrédentistes. Je crains fort, en ce triste jour, que l'invasion de l'Artsakh libre ne soit qu'une première étape vers une attaque contre l'Arménie proprement dite. Cette opération azerbaïdjanaise est probablement, hélas, un nouveau chapitre d'un récit sanglant qui débuta durant la Première Guerre mondiale avec le génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman. Un génocide que les gouvernements successifs d'Ankara n'ont jamais reconnu. Rappelons que ce qui constitue l'actuelle République d'Arménie n'est qu'un tout petit reliquat de ce que fut l'Arménie historique, qui couvrait, outre l'Arménie actuelle, l'Artsakh et le Nakhitchevan,
aussi un bon tiers de la Turquie actuelle. Les ruines d'Ani, l'ancienne capitale de cette Arménie historique, ne se trouvent-elles pas aujourd'hui en territoire turc? Tout comme l'est la montagne sacrée et mythique des Arméniens, le majestueux Ararat, que l'on aperçoit pourtant depuis Erevan, la capitale. En ce jour terrible, mes pensées vont vers le Caucase, vers cet Artsakh libre que j'avais découvert en décembre 2020, juste après la guerre des 44 jours, vers tous ces gens qui m'avaient si gentiment reçu, vers ces enfants si désireux d'apprendre que j'avais rencontrés lors de visites d'établissements scolaires de Stepanakert, vers cette école numéro 10 qu'avec quelques amis de Corse et d'ailleurs nous avions tenté d'aider pour qu'elle puisse se relever d'un bombardement azéri, déjà. Que sont-ils devenus? Où sont-ils alors que j'enregistre cette émission? Je n'en sais rien, hélas. Aujourd'hui, nous préférons regarder avec admiration les fastes de la monarchie déployés à Paris pour la visite du roi Charles. Demain, lorsque l'Azerbaïdjan se lancera à l'assaut de l'Arménie, avec l'appui de la Turquie, il ne faudra pas prétendre que nous n'étions pas au courant de ce qui se tramait. Au courant, nous le sommes, et ce, depuis 1915. Ce soir, je pense à ce directeur d'école de Stepanakert qui avait tenu à m'offrir un chapelet arménien que j'ai encore et que je conserve précieusement. Ce chapelet représente dans sa partie supérieure une église arménienne et dans sa partie inférieure le Saint-Esprit. Il m'avait aussi offert au nom de ses élèves une maquette réalisée par les élèves représentant une jolie église arménienne typique de l'Arménie et de l'Artsakh. Ce sont tous ces souvenirs qui remontent en moi en cette triste journée. Ma tristesse est immense et c'est cette tristesse que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui, chers auditeurs. Et avant de vous laisser jusqu'à la semaine prochaine, je voudrais faire résonner une nouvelle fois, et je l'espère pas une dernière fois, l'hymne national de la République d'Artsakh.